Intelligence artificielle, semi-conducteurs, ordinateurs quantiques, pénurie de mémoire vive, IA. Ce sont ces secteurs qui ont permis à l'indice S&P 500 de refaire un nouveau record historique malgré le contexte géopolitique. Tous ces secteurs et compartiments et industries sont-ils encore, alors qu'ils ont fait de nouveaux records, sont-ils encore bon marché en bourse? Les semi-conducteurs, l'IA, les data centers, la mémoire vive, IA, et on se projette encore au-delà, l'ordinateur quantique, vont-ils faire la loi en bourse encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et peut-être au-delà en clair? Est-ce que toutes les corrections court terme, comme nous avons vécu dans cet épisode géopolitique qui dure, doivent être mises à profit, doivent-ils être mises à profit pour se positionner à l'achat, ou est-ce définitivement trop tard de jouer la révolution IA en bourse? Chers amis, je vous ai préparé une présentation petits oignons où je vais tout expliquer, tout décortiquer. Vous allez voir, c'est passionnant et spoiler alerte. Eh ben non, c'est pas cher. Les anglo-saxons vont même vous dire que c'est cheap. Et oui, c'est cheap. Et oui, Nvidia, AMD, SK Hynix, Micron, les graphiques sont verticaux. Les graphiques de long terme sont verticaux. Ben c'est pas cher en bourse. C'est pas cher, c'est incroyable. Tellement les perspectives de profit sont incroyables, tellement la demande en IA, IA d'entreprise, IA, celle que vous connaissez, toutes les agents conversionnels, tellement c'est monstrueux. Les data centers se construisent partout dans le monde entier à un rythme exponentiel. De quoi parlons-nous? Première partie, secteur tech. Secteur tech. Le tour d'horizon de tous les compartiments. Oui, il faut être précis. La tech, c'est pas que l'IA. Il y a tout un tas de compartiments. Je reprécise tout, je vous donne la grille et on positionne les entreprises au sein de tous ces compartiments. Deuxième partie, les semi-conducteurs. Oui, je vous le dis. Oui, oui. Alors, peu importe le court terme. Hein. Le court terme, même en phase de correction court terme, justement, quand ça corrige à court terme, c'est une opportunité. Parce que oui, les semi-conducteurs vont durablement imposer leur loi en bourse. Ce n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Ni sur le plan industriel, ni sur le plan des anticipations, ni sur le plan de la valorisation, ce n'est pas trop tard. Le timing, c'est quand ça corrige. Des corrections, est-ce qu'il y en a en bourse? Oui. Ben, écoutez, prenez depuis 1 an les événements en bourse, il y a régulièrement des crises, crise commerciale, crise géopolitique, et à chaque fois, ça paye. Ces secteurs-là, ça paye. Troisième partie, le cas particulier de l'ordinateur quantique en bourse. Alors sur le quantique, je pourrais faire une vidéo de 2 heures, sauf que là, je vais en parler quelques minutes. C'est juste pour resituer, voir un peu les acteurs qui comptent. Là, on en est vraiment au stade complètement expérimental. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, pour synthétiser, vous avez l'ordinateur classique, voilà, le CPU classique. Ensuite, vous avez la révolution IA, actuellement les GPU IA, et la pénurie de mémoire vive IA à côté. Et puis après ça, alors on va pas parler de CPU quantique, mais de puces quantiques, c'est complètement expérimental. C'est IBM d'ailleurs qui domine le secteur parmi les grosses entreprises. Euh, Ça investit à mort, ça brûle du cash. Les capex sont gigantesques, pas aussi importants que les capex IA. Par contre, c'est pas rentable. C'est absolument pas rentable. Je vais vous montrer donc les actions à suivre pour l'ordinateur quantique. Ensuite, oui, eh bien oui, chers amis, je vous présente le site. Je vais vous présenter un super site. Il s'appelle Finviz. On va le travailler ensemble, on va aller dessus ensemble. C'est un screener fondamental. Et je vais vous démontrer par A plus B chiffres à l'appui que non, les semi-conducteurs ne sont pas chers en bourse. Vous allez me dire, Vincent, qu'est-ce que tu racontes? Le truc est tout en haut, vertical. Mettez vos graphiques mensuels. Oubliez le court terme, oubliez le bruit court terme. Mettez vos graphiques mensuels. C'est des gratte-ciel, les trucs. Et ben malgré ça, c'est pas cher. C'est ça qui est fou, fondamentalement parlant, en tout cas, sur le plan de la valorisation. Ensuite, on se projette. Là, vraiment, on se projette. La thématique du reopening trade. Reopening trade. Quand le Détroit va définitivement réouvrir. Le Détroit d'Ormuz, je ne le précise pas. Rappelez-vous, hein, c'est le facteur fondamental domino, le nombre de tankers qui passent le Détroit. Il y en avait 50-60. Quand on va retrouver ce niveau-là, on se projette. Quels sont les secteurs qui vont enfin faire leur rattrapage? Donc là, je ne parle pas de la tech, hein, parce que bon, rien à voir, mais je vais quand même en dire un mot. Et on termine par l'analyse technique S&P 500, le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs, le SP500 équipondéré, le secteur de la tech, l'indice Dow Jones. Bienvenue, chers amis, émission spéciale, intelligence artificielle, data center, CPU, GPU, puces quantique, ordinateur quantique, pénurie de mémoire vive, IA, semi-conducteurs, c'est parti.
Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Et c'est parti les amis, oui, l'intelligence artificielle en bourse, l'ordinateur quantique, les semi-conducteurs, les data centers, la mémoire vive, IA vont continuer de dominer, de faire leur loi en bourse, pas que pendant quelques mois, bien au-delà, nous nous projetons, c'est structurant pour 3-4 ans. C'est-à-dire donc que toutes les corrections court terme, dans le court terme je peux mettre plusieurs semaines, sont des opportunités d'entrée sur le plan industriel, sur le plan fondamental, sur le plan de la valorisation boursière. C'est reparti chers amis, on attaque la nouvelle édition du Top Gun. Le plan je vous l'ai donné dans l'introduction, première partie, secteur technologique, tour d'horizon des compartiments et des industries, tour d'horizon des compartiments et des industries. En fait concrètement, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Donnez-moi une définition, s'il vous plaît. Vous mettez quoi dans la tech? Qu'est-ce que vous mettez dans la technologie? Quels sont les secteurs? Oui, bien joué, oui, les logiciels, très bien. Internet, oui. Les plateformes, oui, très bien. Les semi-conducteurs, très bien. Bon, très bien, vous avez fait à peu près un tour d'horizon qui est classique. Je vous donne le micro et je vous permets de faire cette présentation. Le secteur de la technologie de manière très simplifiée, semi-conducteurs, software, Internet et plateforme. Alors, dans les semi-conducteurs, là aussi, il faut être très précis. Il y a ce que nous connaissons depuis longtemps, l'ordinateur classique, le CPU classique. Vous avez ensuite le GPU. Alors, à la base, c'est pour des cartes graphiques, mais c'est tellement puissant, ça peut traiter tellement de données que maintenant, les GPU, on parle de GPU IA, au service des outils, des applications d'intelligence artificielle. Et ensuite, le nouveau stade, enfin le stade d'après, là qui en est vraiment au stade expérimental, c'est, alors on ne peut pas vraiment parler de CPU quantique, mais de puce quantique, c'est basé sur le qubit, donc on va bien distinguer le bit du qubit, et là pour le coup, il n'y a aucun usage réel actuellement, c'est complètement expérimental, le marché est estimé aussi à 100 milliards de dollars, et ça pour le coup, ça peut être structurant à horizon 5 ou 10 ans, mais nous on va quand même rester essentiellement focus sur l'intelligence artificielle et sur la thématique qui nous occupe pour le moment, à savoir le fait que jamais le S&P 500 n'aurait fait un nouveau record dans le contexte géopolitique sans le secteur de la tech. Et en fait, en réalité, c'est même pas le secteur de la tech, il faut même être très précis. Voilà comment je répartis les choses. Secteur technologique, tour d'horizon des compartiments et des industries. Et en fait, ce sont les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, allez, tenez, je vous montre juste l'indice des semi-conducteurs, que les choses soient claires pour de bon. Voilà. Regardez-moi ce graphique mensuel. Voilà. Ça, c'est le graphique mensuel des semi-conducteurs. Le SOX. Vous enlevez les semi-conducteurs, il n'y a rien. Il n'y avait pas de rebond. Le marché était bloqué. D'ailleurs, bah, écoutez, je vais illustrer ça. Je illustre mon propos tout de suite. Je vous montre tout de suite l'indice S&P 500 équipondéré. L'indice S&P 500 équipondéré, lui, il est bloqué sur son ancien record historique. Alors oui, il s'est repris depuis la fin du mois de mars, mais il bloque au contact de son ancien record historique. Alors que l'indice des semi-conducteurs, le SOX, voilà, c'est complètement dingue. Voilà le mouvement. On voit à peine la correction qui a été liée aux événements géopolitiques, et voilà derrière comment est reparti le SOX. Donc en fait, lorsqu'on dit c'est la révolution IA, c'est la tech qui a permis au marché de se reprendre, et ce sont les semi-conducteurs. Donc la question en fait que moi je pose dans cette vidéo, c'est est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop cher? Oui, parce que vous regardez le graphique. Vous regardez le graphique là, des semi-conducteurs. C'est vertical. Vous vous dites, c'est n'importe quoi, c'est trop tard. La chose, c'est qu'un graphique peut être super haussier, mais toujours pas cher fondamentalement. Mais il faut regarder les multiples de valorisation, notamment le prix du marché par rapport aux perspectives de bénéfices. Et spoiler alerte, le PE forward des semi-conducteurs, il est super bas, beaucoup plus bas que des entreprises du secteur industriel classique. Donc, dans ces cas-là, c'est que c'est pas trop tard. Et ça veut dire que toutes les corrections, ça se paye. D'ailleurs, l'épisode récent l'a montré, le marché s'est précipité pour payer les semi-conducteurs. Les logiciels, c'est un autre débat, j'ai eu l'occasion d'en reparler. Est-il temps de revenir à l'achat sur les softwares? J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais donc, voilà, le secteur tech, ce sont ces industries-là, ce sont ces compartiments et industries qui sont sous vos yeux, semi-conducteurs, à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver donc bien sûr alors, les CPU classiques, les puces classiques, ensuite les GPU,
les GPU au service de l'IA. Alors vous avez les entreprises qui en font la conception, d'autres qui les fabriquent. TSMC les fabrique pour Nvidia. Nvidia écrase tout, AMD est second. Ensuite, vous avez les entreprises qui fabriquent la mémoire vive au service des GPU IA. Les leaders sont SK Hynix, Micron Technology, Samsung Electronics. Et là, pour le coup, eh bien, cette mémoire vive IA qu'on appelle HBM, il y a une pénurie mondiale énorme. Il y a des commandes pour 1 an ou 2 ans. La pénurie, elle est là. Je vais tout vous expliquer, mais pour les semi-conducteurs, on a une visibilité de plusieurs années. C'est ça qui est passionnant. Semi-conducteurs, software, Internet plateforme et le quantique. Là, j'en parlerai. Voilà donc les 4 grands compartiments du secteur de la tech. Je commence par ce qui, moi, me paraît le plus puissant, le plus important, le compartiment des semi-conducteurs, le secteur leader qui va encore écraser la concurrence pour une raison simple, la pénurie de mémoire vive IA. Pénurie totale de mémoire vive IA. Pourquoi? Alors, en fait, la mémoire vive IA a un petit nom, HBM. Voilà, c'est la super mémoire vive ultra rapide dont les GPU IA ont besoin, derrière pour les différentes applications d'intelligence artificielle, que ce soit les agents conversationnels. Mais en fait, vous savez que la vraie consommation de GPU IA, c'est pas l'IA que vous voyez, hein, c'est pas ChatGPT, c'est pas Claude, etc. C'est l'IA d'entreprise, c'est le traitement, c'est le big data massif dans tout un tas de secteurs. C'est ça qui consomme. C'est pour ça que des data centers se construisent dans le monde entier, même au milieu des déserts. Au Moyen-Orient, il y a des data centers, ça ouvre partout. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays, aucune zone géographique n'y échappe, tellement la demande est forte. Le problème, c'est que pour ça, il faut donc des GPU IA. Ah, pas de problème, Nvidia les conçoit, TSMC, il y a aussi AMD, voilà, il n'y a pas que ça. Mais derrière, un GPU IA sans mémoire IA, il ne tourne pas. Le problème, c'est qu'il y a une tension de malade, il y a une pénurie. Ça prend des mois de construire des nouvelles usines qui fabriquent de la mémoire vive IA HBM. Ensuite, ça prend des mois. D'autre part, elle-même prend du temps à être construite. La demande est énorme. Le carnet de commandes face à la capacité de production, il y a un décalage incroyable. Nous savons qu'il y a déjà, c'est 36 mois pour construire une usine. Là, il y a déjà des commandes. Il y a 1 an à 1 an et demi d'attente avant la livraison. Donc, si vous voulez, par rapport à la visibilité que nous avons, sur la demande en agent conversationnel IA et en IA d'entreprise, face à l'explosion des data centers, on peut savoir donc derrière les commandes qui sont faites en GPU IA. Et à partir du moment où on connaît les commandes qui sont faites en GPU IA, nous savons quels sont le montant des commandes nécessaires en mémoire vive HBM. Donc, il y a la consommation d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, on construit des data centers. Pour les faire tourner, il faut du GPU IA. Le GPU IA, il ne tourne pas sans HBM. Et donc, c'est une chaîne de valeur comme ça. Chaque partie, chaque segment peut être mesuré. Il y a des carnets de commandes qui sont massives. Et donc, en bout de chaîne, il y a la mémoire vive IA. Il faut qu'elle délivre. Et le problème, c'est que c'est 18 à 36 mois pour construire une usine. La production est lente. Vous avez donc SK Hynix, Micron et Samsung Electronics. Et donc, à partir de là, toutes les études le montrent, mais c'est juste mathématique par rapport à la demande. Il y a 3 à 5 ans de pénurie. Donc 3 à 5 ans de pénurie, je pense que ce délai de pénurie, c'est-à-dire que d'ici 3 à 5 ans, on aura réussi à construire assez d'usines pour répondre à la demande. Je pense que c'est ce délai de minimum 3 ans où toutes les corrections des semi-conducteurs sont intéressantes à l'achat. Parce qu'il y a la demande, parce qu'il y a un goulot d'étranglement. Et c'est donc c'est une visibilité structurelle qui est passionnante jusqu'à 2028-2029. Donc ce secteur des semi-conducteurs, c'est pour ça que vous avez pu assister à cette reprise incroyable. Alors, je vous ai mis ici toutes les entreprises qui sont concernées. Donc, Nvidia, AMD, donc vous avez ceux qui conçoivent les GPU IA. Retenez quand même SK Hynix, Samsung et Micron, qui sont les entreprises qui fabriquent la mémoire vive IA, la fameuse HBM. Donc ça, ce sont des titres que je vous ai déjà montrés, mais je vais vous les remontrer. Regardez un peu les graphiques incroyables. Là, vous avez les bougies japonaises mensuelles, là, hebdomadaires et journalières. Regardez ça un peu. SK Hynix, Micron, Samsung Electronics. Alors, vous voyez les graphiques comme ça, vous vous dites, bon, là, c'est trop tard, c'est pas la peine, ça sert à rien. À demain, bye bye. Moi, ce que je vous démontre, c'est que
Non, fondamentalement, c'est pas demain, bye bye. Il y a 3 ans de visibilité. 3 ans de pénurie, 3 ans de visibilité. 3 ans de pénurie, 3 ans de visibilité. Donc, 3 ans où toutes les corrections techniques à court terme se payent. Alors, déjà là, c'est un argumentaire qui n'est pas dégueu. Et si en plus, nous découvrions comme par hasard que malgré le prix atteint par ces entreprises, fondamentalement, elles sont pas chères. Price Earning classique, PE Chiller, PE Forward. Vous imaginez le topo? Attendez, je résume. On a une visibilité structurelle, une pénurie de 3 ans, une demande incroyable. Vous avez donc des titres, alors effectivement très bullish, très haussiers, on peut se poser la question, c'est tout en haut, des perspectives de profit qui sont incroyables. Ok, déjà ça, la pénurie, les titres, la demande, c'est intéressant. Et si en plus de cela, il s'avère que malgré leur parcours boursier, ces entreprises sont fondamentalement bon marché par rapport à la moyenne, par rapport à d'autres secteurs. Parce que là, on peut se dire qu'elles sont tellement hautes qu'elles se payent, je ne sais pas, moi, 80 fois leurs bénéfices futurs, c'est complètement excessif, etc. Non seulement vous allez voir qu'elles ne sont même pas dans la moyenne, mais qu'elles sont en zone cheap, comme disent les anglo-saxons. Elles sont pas chères. C'est vous montrer un peu à quel point les perspectives de profit sont majeures. Donc tout ça, alors, il y a les fabricants de mémoire vive IA, il y a ensuite les pure players qui fabriquent donc les GPU IA, donc Nvidia et AMD. Ensuite, vous avez toutes les entreprises parmi les Magnificent Seven qui font des applications IA. Quelles sont celles qui sont dans les semi-conducteurs? Le seul vrai player semi-conducteur, c'est Nvidia. Le seul vrai pure player parmi les Mac 7 Magnificent Seven semi-conducteurs, c'est l'entreprise Nvidia. Tous les autres, eh bien, c'est cloud, software, internet IA, plateforme, en fait, les applications IA. C'est aussi bullish, mais encore une fois, sans le secteur des semi-conducteurs, sans le compartiment des semi-conducteurs, le secteur de la tech ne se serait pas remonté à ce point-là. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous le début de la vidéo, je vous ai décomposé le secteur de la tech en 4 grands compartiments, et le seul de ces 4 grands compartiments avec cette histoire de pénurie, ce sont les semi-conducteurs. C'est pourquoi moi, je veux attirer votre attention sur ce focus sur les entreprises qui, de près ou de loin, sont dans les semi-conducteurs. De près ou de loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit elles conçoivent les GPU IA, soit elles les fabriquent, soit elles les conçoivent Nvidia AMD, soit elles les fabriquent TSMC. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi des acteurs chinois. Là, je suis sur les acteurs US. Mais les acteurs US sont technologiquement en avance encore dans ce domaine sur les acteurs chinois, même dans le quantique d'ailleurs. Et vous avez ensuite les fabricants de mémoire vive IA. Et là, pour le coup, il n'y a pas de chinois, hein. C'est Micron, SK Hynix et Samsung Electronics. Voilà. Ça, à chaque correction, ça se paye. Pour cette histoire de pénurie, et en plus, vous allez voir que c'est pas cher fondamentalement. C'est ça que moi qui m'a complètement bluffé. J'ai fait ma petite recherche. D'abord, on va la faire ensemble, puisque je vais vous présenter un super site internet Finviz, vous allez l'adorer. Alors, très rapidement, le cas encore très rapidement, très particulier, ça fait beaucoup de traits, de l'ordinateur quantique en bourse. Alors là, si vous voulez, autant l'IA maintenant, les CAPEX sont énormes. Vous avez fait une vidéo spéciale en début d'année sur les montants de CAPEX, de dépenses d'investissement, qui commencent un peu à être rentabilisés, mais on est loin du compte. L'ordinateur quantique, c'est aussi des CAPEX 100 milliards, ça rapporte rien. Mais rien, c'est que du cash qui est brûlé. L'ordinateur quantique, même il n'y a rien qui tourne, il n'y a même pas d'usage réel, où ça sert à rien. Donc là, l'ordinateur quantique, c'est plutôt une thématique entre 5 et 10 ans. Mais 5 et 10 ans à partir de 5, hein, c'est ça que je veux dire. C'est pas entre 0 et 5. On va rester entre 0 et 5 sur les semi-conducteurs. D'ailleurs, la plupart des pure players de l'ordinateur quantique ont fortement corrigé depuis octobre dernier. Mais le potentiel est tellement incroyable aussi, théoriquement en tout cas, que bien sûr, les retracements se payent. Donc là, je ferai plus tard une vidéo spéciale un jour sur cela. Je voulais simplement donc je vais vous redonner le nom des principaux acteurs de ce secteur, mais dites-vous bien que la différence entre l'ordinateur classique et le quantique, l'ordinateur classique, tout est passé sur le bit, BIT, 0 ou 1. L'ordinateur quantique, c'est le qubit, Q-U-B-I-T. Ok, très bien. Vous avez, retenez 4 entreprises. Vous avez IBM. IBM, c'est pas un Magnificent Seven, hein. Ça capitalise que 200 milliards de dollars. Et puis IBM, ils font de l'IA aussi.
Mais c'est l'entreprise qui investit le plus dans le hardware quantique. Et vous avez les pure players quantiques, IonQ, Rigetti et D-Wave Quantum. Là, ce sont des boîtes US, une qui est peut-être canadienne, je ne sais plus, on s'en fiche. Bon, ces boîtes ne gagnent pas un copec. Enfin, si, elles font du chiffre d'affaires, mais elles gagnent pas, elles sont pas rentables. Tellement les capex sont énormes par rapport, par rapport aux ventes. Donc elles sont absolument pas rentables. Ok, elles brûlent du cash, mais ce sont les perspectives. Après, vous avez aussi les banques, certaines banques qui sont en soutien, même d'autres qui se retirent, parce qu'on en est vraiment au stade complètement expérimental. Donc, ce que je voulais vous montrer, j'ai rassemblé quelques infos ici dans un tableau, puis on va revenir quand même à notre sujet. C'est qu'il y a quelques entreprises que vous pouvez déjà mettre en sous surveillance. Donc, parmi les majeurs, IBM, on en parle moins souvent, mais vous allez voir IBM, et IonQ, Rigetti et D-Wave Quantum. Je vais vous les montrer d'ailleurs, je vais vous les montrer. Vous allez voir un peu à quoi ça peut ressembler ici sur le plan technique. C'est aussi intéressant. Où est-ce qu'il est mon truc quantique? Voilà. Donc, vous voyez par exemple IBM, là vous avez le gros support des 200 dollars, la moyenne mobile à 200 semaines qui arrive. Et voilà les purs players quantiques, vous voyez un peu les graphiques que c'est. Alors on peut se dire quand même, bah, c'est incroyable, donc ça a quand même perdu 50-60% depuis, regardez un peu les baisses du quantique. Là vous avez les trois pure players quantiques. Les baisses de l'ordinateur quantique depuis le mois d'octobre dernier. Est-ce que c'est le moment de revenir à l'achat? Moi je regarderai surtout ces titres, la moyenne mobile à 200 semaines. Donc oui, ça ce sont, si vous voulez, quand ça corrige comme ça de 50, 60, 70%, ça ressemble un peu à des cryptos d'ailleurs. Mais ça se paye, parce que derrière, il y a des capex incroyables. C'est cyclique. Il y a eu une grosse poussée qui s'est terminée en octobre 2025. Là, ça corrige, ça repartira. Parce que après l'IA, après la révolution IA, ce sera la révolution quantique. Donc il faut déjà avoir en tête. Et puis il faut surveiller aussi l'avancement technologique. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on arrive sur des usages réels ou pas? Est-ce que nous arrivons sur un moment où justement les puces quantiques, en gros, l'unité de calcul, c'est le qubit. Dites-vous bien une chose, c'est que IBM, là, ils arrivent au stade où ils ont réussi à faire des puces qui vont jusqu'à 1000 qubits. Pour un usage réel, il en faut des centaines de millions. J'ai bien dit centaines de millions. Donc on est loin du compte. Mais voilà, la bourse est toujours dans l'anticipation. En tout cas, voilà. Ayez quand même en tête ces entreprises. Et les tableaux que je vous montre, faites une capture d'écran si ça vous intéresse. Alors, je vais vous montrer le site Finviz. Oui, les semi-conducteurs sont encore bon marché en bourse, malgré le SOX, malgré les graphiques verticaux que je vous ai montrés. Oui, alors, déjà, rapidement, je vous remontre quelques éléments de marché. D'abord, je prends le secteur de la tech. Attention, ce n'est pas les semi-conducteurs. Rappelez-vous, je vous ai montré en début de vidéo les compartiments du secteur de la tech. Semi-conducteurs, software, plateforme, cloud, etc. Là, c'est le secteur de la tech global. Déjà, lui, en termes de PE classique, il est dans un range entre 30 et 45. Vous voyez que là, ça remonte, mais on n'est pas revenu dans le haut du range en termes de PE classique. En termes de PE de Schiller, ça remonte, mais on n'est pas sur les records. Oui, le secteur de la tech est cher, mais malgré le fait qu'il ait fait un nouveau record en bourse, eh bien, pas en termes de valo. Ça, c'est le secteur de manière générale. Donc, ouais, déjà, il n'y a pas non plus trop de surchauffe. Je vous remonte le PE forward du S&P 500. Lui non plus n'a pas retrouvé le numéro des 23 malgré le nouveau record qu'il a fait au milieu du mois d'avril, dans sa reprise. Donc là, il y a encore de l'upside. En termes de perspective de profit, ben c'est toujours pareil. Le secteur de la tech pour le Q1 2026, c'est 30% de croissance des profits qui est attendu, de marge nette, pardon. Et lorsque vous regardez les anticipations de marge nette du S&P 500 jusqu'à la fin de l'année 2026, eh bien, on va approcher les 15% de marge nette. Ça ne cesse d'augmenter, bien sûr, tout ça, sans les semi-conducteurs, c'est pas la même. Hein. Sans les semi-conducteurs et sans Nvidia, c'est pas la même. Donc on voit tout ça, on voit les perspectives de profit. Les courbes, par contre, sont super haussières. Donc la question de savoir, est-ce que c'est trop tard? C'est là qu'intervient la valorisation boursière. La valorisation boursière, laissez-moi vous présenter Finviz, vous allez voir, c'est incroyable. Je commence par, on peut tout faire, c'est un super screener. J'ai aucun intérêt à vous le vendre, ce machin, je l'utilise pour moi, faites ce que vous voulez, si ça ne vous intéresse pas, le faites pas. Je vais juste vous montrer, déjà, on prend l'indice Dow Jones classique. Regardez la colonne du PE Forward. Bah, PE Forward, c'est le prix du marché par rapport aux bénéfices futurs. Par exemple, une boîte comme Walmart, elle a un PE Forward de 39. Une boîte comme Boeing, 51. Walmart, 39. Walmart, ça pèse 1000 milliards de dollars, c'est gigantesque. Apple, 30. Amazon, 27. Ce sont des PE Forward qui sont costauds. On ne voit pas la tech, là. Où est la tech? Attendez, je viens de vous montrer des graphiques incroyablement bullish.
La tech devrait être tout en haut, devrait être en surchauffe, beaucoup trop cher, j'en veux plus. Il va falloir qu'on creuse pour les trouver. Alors on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Oh, Nvidia, 15e place, 18. Nvidia a un PE forward de 18. Malgré les nouveaux records en bourse. 18. Walmart, ils sont à 40. Boeing à 50. Ce que je veux vous dire, c'est que malgré la verticalité des graphiques des semi-conducteurs, ils ne se payent pas cher en bourse. Et attendez, on va... IBM, 16. Je viens de vous parler d'IBM, qui fait de l'IA, mais beaucoup de CAPEX quantique. Ils sont qu'à 16 en PE forward. Donc oui, les graphiques sont impressionnants. Alors, IBM un peu moins, ça à retracer, mais attendez, ok. Alors, on va aller voir, regardez ce filtre. S&P 500, secteur tech, et je prends industrie semi-conducteur. Regardez ça. Micron, PE forward de 5. Nvidia 18. Micron, PE forward de 5. AMD 30, un peu plus cher. Micron a un PE forward de 5. Regardez les anticipations de bénéfices par action de Micron. Donc, en gros, là, vous prenez le graphique de Micron. Voilà ce que c'est Micron. Vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, c'est trop tard. Micron, un des top 3 leaders mondiaux de fabrication de la mémoire vive IA HBM, vous vous dites, Micron, c'est trop tard, j'achète pas. Et là, je viens de vous montrer que le PE forward est de 6 contre 40 pour Walmart ou 50 pour Boeing. En fait, ça peut rester vertical comme ça des mois, voire davantage. Toutes les corrections se payent. Jusqu'à ce qu'un jour, on soit en surchauffe fondamentale ou proche de la fin de cette histoire de pénurie de HBM, de mémoire vive IA. Donc, vraiment, avec ce site Finviz, vous pouvez faire plein de choses, plein de classements. Bon, il y a de la pub dans tous les sens, on s'en fout. Mais voilà, ce sont des choses passionnantes. Attention, là, je vous parle du moyen long terme, pas de bruit de marché à court terme, mais ça vous permet de comprendre une chose. C'est que tous les mouvements de marché à court terme, quand ils sont correctifs, ayez le réflexe semi-conducteur. Parce que oui, il y a encore de l'upside. Tant d'un point de vue industriel, perspective de profit, blocage, goulet d'étranglement industriel et valorisation boursière. Bon, rapidement maintenant, ouvrir en hausse, quels secteurs vont faire le rattrapage. Alors, il y a une nouvelle thématique qui est en train de s'imposer chez les anglo-saxons, c'est le reopening trade. Il n'y est pas, je suis d'accord, mais c'est pas grave, il faut se projeter. Il n'y a pas que la tech, il n'y a pas que les semi-conducteurs. Reopening trade. Bon, reopening trade, je suis en train de me pencher sur le sujet, notamment sur le marché d'échange et des matières premières. Je vous ferai ça dans le Fast and Forex. Je vais travailler les monnaies des pays qui sont plus sous pression. Nous savons ce qui passe par le Détroit, on a répété 1000 fois, etc. Ok, très bien. Maintenant, quels sont vraiment... Il y a des secteurs qui sont encore en train de couler. Hein. Rien à voir avec les semi-conducteurs. Bon. Je pense que parmi tous les secteurs, les gagnants potentiels du reopening trade sont ceux qui sont restés tout en bas. Ceux qui souffrent directement de la baisse de leur chiffre d'affaires en lien avec la fermeture du Détroit et de manière générale les contraintes tout autour du Golfe Persique. Top 2, transport aérien, transport et logistique en général, tourisme, loisirs. Alors après, oui, toutes les industries qui consomment beaucoup d'énergie et qui souffrent là de l'augmentation des prix. Donc effectivement, oui, l'automobile, chimie, industrie, ok, très bien. Tout ça, une fois le Détroit réouvert, ça va profiter du rebond. Alors les semi-conducteurs, ils s'en foutent, hein, puisqu'on fait de nouveaux records. Malgré tout, il y a quand même cette histoire d'hélium. Voilà, ça peut avoir un petit effet additionnel, mais on n'est pas sur le structurel. Le vrai reopening trade, transport aérien, écoutez, je vous montre. Je vous montre directement ces entreprises, que vous compreniez qu'elles sont encore au gouffre et qu'elles attendent que ça. Voilà, American Airlines, Air France, ça coule tout en bas. American Airlines, Air France, Deutsche Lufthansa. Attendez, je vais vous en montrer d'autres. Je vais vous en montrer d'autres, par exemple. Accor, voilà, l'hôtellerie. Voilà, toutes ces entreprises, en gros, pour résumer, dès lors que vous allez avoir l'intuition ou l'information, la news, que ça réouvre, que ça repasse
tout ce qui est transport aérien, transport logistique en général, tourisme loisir, c'est resté tout en bas. C'est là où vous allez avoir la première phase de rattrapage. Les valeurs industrielles qui consomment beaucoup d'énergie, la chimie, la pétrochimie, l'automobile dans une moindre mesure. Alors ensuite, bien sûr, vous aurez une baisse du prix du pétrole, une baisse de l'engrais urée, une baisse du prix du gaz. Vous aurez un rebond des devises asiatiques face au dollar. Ça, je vais en parler dans le Fast and Forex, mais il faut déjà commencer. Oui, parce que ça va réouvrir. Donc il faut commencer à se projeter sur le reopening, trade. Allez, on se fait un tour d'horizon. Analyse technique S&P 500, SOX secteur tech, S&P 500 équivalent pondéré, Dow Jones. Pour bien mesurer, donc il y a une différence très importante entre lui, le S&P 500 global qui a fait de nouveaux records, qui corrige à court terme, qui a remonté tout en haut, petite divergence daily, c'est normal de respirer un peu. Ça peut retracer jusqu'à où? Moi, je veux dire, il faut surveiller les gaps. Il faut surveiller les gaps. Et notamment, vous avez sur l'indice S&P 500, on va aller voir les indices boursiers ici. Moi, rappelez-vous, je vous ai dit les gaps et la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Donc déjà, le SP500, les 7000 points, on verra si ça fait support, mais voilà, dès que le marché revient, si jamais le marché devait revenir ici, moyenne mobile à 200 jours plus le gap, ça se paye. Et vous voyez que pour l'instant, c'est quand même assez résilient. Déjà, il y a le support des 7000 points. Par contre, regardez le S&P 500 équipondéré, lui, il a bloqué. Il n'a pas fait de nouveau record, parce que beaucoup de secteurs sont encore sous pression. Et vous enlevez le poids des semi-conducteurs, ben voilà, on n'est pas tout en haut. Pareil, le gap, moyenne mobile à 200 jours. Le gap, moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, si vous prenez les secteurs du S&P 500, bon bah le SOX, c'est tellement incroyable, j'ai pas de mots, cette verticalité incroyable, mais le premier support est ici, si on revient ici, ça se paye. Voilà. Par contre, prenez le secteur de la tech, lui, le secteur de la tech global, donc le secteur de la tech, il n'y a pas que les semi-conducteurs, on bloque encore au niveau du record historique. Donc là, il faut être prudent, mais c'est pareil, tout test SMA 200. Donc on est au-dessus de SMA 200 et le gap. De toute façon, partout sur tous ces indices, c'est moyenne mobile à 200 jours et le gap du 8 avril. Tant qu'on est au-dessus, ces marchés sont bullish. Et les corrections vers ces supports se payent. Prenez l'indice Dow Jones. L'indice Dow Jones, lui, alors c'est celui qui avait fait le rebond le plus propre ici sur son ancien record. La moyenne mobile à 200 est ici. Tous, moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours. Tous ces marchés, tous ces indices boursiers restent dans une phase bullish tant qu'ils se maintiennent au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Et si le marché il retrace à court terme pour dégonfler un surachat à court terme, eh ben, il faut lire ça comme une opportunité. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, moi je m'arrête là. Je voulais vous faire un peu ce topo et surtout vous montrer que les semi-conducteurs, et c'est de manière complètement dingue, mais c'est industriellement et fondamentalement en termes de valorisation, c'est pas trop tard. Bon, le timing, c'est pareil. On achète en correction sur support et on n'achète pas après plusieurs séances consécutives de hausse sous résistance. Mais ça, c'est une histoire de timing. On a des projections sur 3-4 ans. Voilà. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.